Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Brassard. Je suis le coordonnateur du ROHIM, le regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. On vous remercie beaucoup d'être à cette première conférence là, en santé et bien-être des hommes. C'est une activité qui est présentée par le ROHIM en collaboration avec le Comité régional en santé et bien-être des hommes. La conférence est enregistrée pour être éventuellement diffusée sur notre site internet à rohim.net. La semaine prochaine, mardi prochain, on va faire parvenir un courriel avec le document de présentation, le lien vers le webinaire sur notre site internet, ainsi qu'un lien vers un sondage de satisfaction de l'événement. Donc, on vous invite aussi à prendre note là, que le 30 mai prochain, ça va être notre deuxième activité. L'activité va porter sur, la conférence va porter sur l'approche orientée vers les solutions dans un contexte d'accompagnement et d'intervention auprès des hommes. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une personne renommée dans le milieu de la santé et bien-être des hommes à Montréal et au Québec. C'est M. Pierre Lerue qui nous fait l'honneur de présenter sa conférence, la conférence sur l'accueil, comment accueillir la demande d'aide des hommes. Nous vous remercions d'être présents, puis nous vous invitons à mettre votre nom, le nom de votre organisation dans la zone de clavardage. Suite à la conférence, il va y avoir une courte période de questions, d'échanges. Donc, vous pouvez mettre vos questions soit dans la zone de clavardage, ou lever la main, puis on vous attribuera là, la parole pour poser votre question. Alors, nous vous souhaitons une très belle conférence, une très bonne conférence, et je cède la parole à monsieur Pierre Leroux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Content de vous voir nombreux et nombreuses. Ça témoigne pour moi de choses qui ont beaucoup changé depuis que j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé et dans le réseau des organismes communautaires au milieu des années 70. J'aurais le goût de commencer par une petite anecdote. Certains d'entre vous qui me connaissent l'auront peut-être déjà entendu. Vous me pardonnerez la répétition. J'ai commencé à travailler en CLSC au début de l'année 1976. Et comme je le dis parfois, durant les 5 premières années de ce travail, je n'ai vu aucun homme. Le CLSC était alors identifié carrément comme un organisme s'adressant uniquement ou presque aux femmes de la communauté. Et ce qui a fait mouvement au fil du temps, ça a été de se dire, mais on se posait déjà cette question, comment se fait-il qu'on n'a pas eu d'hommes du tout, même ou à peu près pas pour les services médicaux, quoique ça commençait à ce moment-là, mais personne en psychosocial. Et un des questionnements qu'on s'est dit, est-ce qu'il se pourrait que ce soit un peu nous qui soyons porteurs d'un message qui ne donne pas l'impression aux hommes que c'est un service qui s'adresse à eux, ceux du CLSC. Et la première porte qu'on s'est mis à ouvrir, j'étais impliqué à ce moment-là, c'était qu'on donnait des rencontres prénatales, des cours prénataux depuis déjà plus de 2 ans et demi. Et effectivement, si on se questionnait honnêtement, on n'avait jamais pensé à inviter spécifiquement les hommes, à leur dire, à part que pour venir aider votre épouse à gérer sa respiration au moment de l'accouchement, il y aurait peut-être d'autres sujets dont on pourrait parler avec vous, dont ce que ça va transformer dans votre vie que de devenir père, que de devenir partenaire, coparent d'enfants à venir. Et à partir du moment où on s'est mis à faire ça, on a commencé à avoir des hommes qui sont venus nous voir. Alors, c'est un petit peu à la base de la réflexion que je vais vous proposer de faire avec vous aujourd'hui, d'être conscient que peu importe le contexte, une partie de l'équation, c'est toujours nous. Nous, les intervenants, nous, les organismes, nous, les institutions. Est-ce que nous faisons tout ce que nous pourrions pour faire une différence, sachant, comme je l'aborderai, que aider les hommes, ce n'est pas qu'aider les hommes. C'est aider leurs familles, leurs conjointes, leurs enfants et aider notre société à continuer d'évoluer dans un sens plus constructif, plus positif, plus équilibré, plus sain également. Donc, ce sera l'objet. Je vais me permettre de tout de suite passer, après cette petite introduction, au partage du document PowerPoint. Vous excuserez la petite période de transition. Je vais faire aussi vite que je le peux. Je vous inviterai par ailleurs, au fil de la rencontre, à bien sûr déposer des questions, des réflexions dans le clavardage. Je vous solliciterai d'ailleurs d'une manière beaucoup plus explicite dans la 3e partie
de la présentation où on aura un moment de travail et d'échange ensemble autour des pistes, des obstacles que l'on peut encore voir dans la réalité du travail avec les clients masculins et des pistes que l'on peut partager, sachant que vous aurez certainement des choses à ajouter par rapport à ce que j'aurai brièvement résumé dans ma présentation. Donc, sans plus tarder, j'ai un peu annoncé les 3 étapes de notre travail. Je vais donc aller avec les objectifs, m'arrêter à faire un bref résumé de ce que l'on apprend, de ce que l'on a appris au cours des 25-30 dernières années sur les processus de demande d'aide des hommes, l'identification également par la recherche des obstacles et des facilitateurs à l'offre de services auprès des hommes et, comme je l'évoquais, ce moment d'échange, réflexion en conjoint sur les défis qui sont les nôtres et sur lesquels on pourrait avoir un impact. L'exemple que je vous donnais avec l'ouverture que l'on a fait au niveau des cours prénataux, bien, ça a été de montrer que nous, lorsqu'on fait quelque chose de différent, lorsqu'on s'adresse, qu'on va au-devant des hommes, qu'on trouve une manière de les rejoindre, ça change leur rapport à la demande d'aide, ça change leur rapport au service. Pourquoi s'intéresser aux hommes? Ben, pour toutes sortes de raisons, j'en note rapidement 3 ou 4. Leur espérance de vie, qui dans un pays comme le Canada, le Québec, demeure inférieure de quand même 4 années à celle des femmes, ce qui n'est pas normal dans une société développée comme la nôtre, pour laquelle il n'y a pas de base biologique significative à cet écart-là, parce que les hommes se retrouvent surreprésentés dans toute une série de problématiques, que souvent les difficultés des hommes commencent dès qu'ils sont très jeunes, comme garçons, notamment avec le décrochage scolaire, qui demeure encore un défi pour nous aujourd'hui, et que bien sûr, malheureusement, ils consultent trop peu et souvent un peu tard, et ces choix qu'ils font nous affectent tous, hommes, femmes, enfants, et donc il faut faire une différence si l'on le peut. Peut-être pour commencer sur la demande d'aide, les hommes ne sont pas tous pareils, c'est vrai, et j'aurai l'occasion de donner quelques éléments intéressants au niveau de l'évolution des générations les plus récentes. Mais ce que l'on peut dire et se rappeler, c'est que la socialisation dite traditionnelle, dont je parlerai dans un instant, elle persiste. Je m'amusais à regarder tout simplement les films qui étaient à l'affiche dans les cinémas avec la réouverture ces dernières semaines. Il était assez évident et assez facile d'identifier les films qui s'adressaient aux hommes. Même chose sur les plateformes, les grandes plateformes que je consulte moi aussi. Donc, la socialisation traditionnelle persiste, elle revient de toutes sortes de manières, amenant les hommes à avoir des modèles de ce que c'est que d'être un homme qui prêtent malheureusement à des habitudes moins saines, de prise de risque, de négligence de soi, et aussi à des attitudes plus réfractaires à l'égard de l'aide et des suivis, notamment en pensant qu'on peut se débrouiller tout seul et qu'à peu près tous les problèmes, on peut les régler. Vous vous amuserez peut-être quand vous aurez l'occasion de revoir le document en mode PowerPoint, des quelques photos que j'ai choisies et qui nous mettent un petit peu en présence de ce profil de l'homme traditionnel, dont celui que vous voyez à l'écran en ce moment. Les paradoxes liés à la demande d'aide, ben, ils commencent avec ce que j'étais en train d'évoquer, la socialisation masculine traditionnelle, dont même si elle évolue, elle demeure présente de toutes sortes de manières, cacher sa vie privée, maintenir le contrôle, montrer sa force, sa fierté, se rendre vulnérable uniquement à des personnes qui sont proches, souvent autour des moments d'intimité liés à la sexualité, tenter comme les héros qu'on nous propose comme hommes depuis des générations, d'être invincibles, indépendants, d'être stoïques, capables d'en encaisser et d'être capables de toujours agir ou faire devant des difficultés et à la limite de nier ou de définitivement jouer d'une manière cool ou en les diminuant toutes les difficultés, souffrances, douleurs physiques aussi bien qu'émotionnelles. Donc, ce code masculin, il persiste, il renaît sous toutes sortes de formes. J'avais juste cet exemple que je voulais vous montrer d'un film qui manifestement va faire un tabac au box-office. Il a commencé d'ailleurs pour quelques semaines et qui montre des hommes toujours dans des postures, je dirais, héroïques, autant du côté des bons que des méchants. Ils ont beaucoup en commun d'ailleurs dans les deux cas. Une endurance à toute épreuve, un sang-froid qui confine à la folie dans certains cas. Et donc, si bien sûr, comme jeune homme et comme homme, on continue d'être nourri de ces modèles-là, on a beau tenter de rester dans la réalité du quotidien, il reste que dans notre arrière-plan
émotionnelle et mentale, on cherche peut-être encore à voir la trempe de ces héros plus grands que nature. Ce processus-là de socialisation, il prête à beaucoup d'éléments. On a évoqué, mon collègue Gilles Tremblay et moi, il y a tout ça depuis une trentaine d'années, la notion de désensibilisation, la socialisation masculine traditionnelle amenant les hommes à, je dirais, banaliser et ignorer, parfois à leur détriment d'une façon dramatique, à la fois les enjeux physiques, les difficultés physiques qu'ils vivent, à la fois les difficultés ou les défis émotionnels qu'ils vivent, échecs, difficultés, pertes, etc., qu'on va souvent inviter les hommes à dépasser rapidement pour aller de l'avant, rester dans le présent, penser à l'avenir, ne pas s'arrêter trop longtemps sur les difficultés ou les écueils qu'ils vivent. Et même, malheureusement, ça va jusqu'aux relations où on va souvent avoir à l'égard des hommes le fait de dire, ben écoute, les relations, ça se remplace, là, tes collègues, tu changes de milieu, tu n'es plus bien là, bon, regarde, c'est pas grave, on recommence à zéro. Et malheureusement, c'est aussi vrai dans beaucoup de relations beaucoup plus intimes. Malheureusement, des fois, jusqu'à leurs relations familiales, incluant lors d'une rupture, de se détacher ou de tenter de se détacher des enfants, comme si c'était une solution pour survivre à cette épreuve. La réalité est que, bien sûr, ce processus de socialisation-là, il nous affecte dans la demande d'aide. Le processus que vous voyez à l'écran, c'est un processus qui a été modélisé et remodélisé dans toutes les cultures, aussi bien auprès des hommes qu'auprès des femmes, quelle que soit la génération. C'est un processus assez universel. Ce que je veux amener comme élément pour vous aujourd'hui, c'est de se rappeler que malheureusement, les éléments de socialisation qu'on a vus depuis quelques instants, ils ont un impact sur ce processus-là. La fameuse désensibilisation dont je vous parlais, qu'elle soit à des degrés minimaux ou qu'elle soit à des degrés extrêmes chez certains hommes, bien, elle va malheureusement faire en sorte effectivement que la perception des symptômes, la décision de faire quelque chose va être différée. Hein? Le processus de demande d'aide, c'est d'abord de se dire, je sens quelque chose, je pense qu'il y a là quelque chose dont il faudrait que je m'occupe et j'agis par rapport à ces signaux que j'ai comme tel. Or, effectivement, si je me suis désensibilisé, ben pour toute la première étape, je vais avoir de la difficulté. Si je me suis beaucoup socialisé à être un homme qui doit se débrouiller seul, qui doit être capable de passer par-dessus, qui doit être capable de dire, bon, regarde, ça va s'arranger, lâche pas et ça va passer, ben, ou au contraire, en plus, que j'ai une image de moi-même qui fait que je veux pas avoir l'air d'avoir de difficultés, que je veux pas avoir l'air de manquer de ressorts, de ressources, ben, je vais malheureusement différer ma décision de demander de l'aide, probablement souvent d'ailleurs, jusqu'à une situation qui fait en sorte qu'il y a peu ou pas d'avenues possibles. Dernier élément, beaucoup de recherches l'ont mis en évidence, j'en évoquerai une d'ailleurs plus spécifiquement tout à l'heure. Même au moment de poser l'action, d'aller chercher de l'aide, de vraiment s'engager d'une démarche, deux écueils viennent. Un écueil principal qui a été à nouveau documenté récemment, c'est la méconnaissance des ressources chez les hommes. On pourrait penser que tout le processus de socialisation, mais aussi la moindre implication dans la vie familiale, dans le suivi et le soin des enfants, font en sorte que les hommes sont souvent moins sensibilisés à la panoplie des ressources qui peuvent être présentes. On le voit d'ailleurs souvent chez les hommes en contexte de pauvreté qui se débrouillent finalement moins bien que les femmes dans la même situation parce qu'ils connaissent moins bien les ressources ou qu'ils ont un écueil d'orgueil à aller demander et utiliser ces ressources. Certains vont d'ailleurs en plus avoir comme écueil de mettre dans la balance, OK, est-ce que ça va avoir des impacts négatifs? Est-ce que ça me prive de travail? Est-ce que ça me force à laisser voir à mes collègues ou à mon patron que j'ai des difficultés? Auquel cas, ben, malheureusement, même si j'ai fait tout le processus, que je connais les ressources, que je sais ce que je devrais faire, je vais peut-être encore, malheureusement, différer l'utilisation des ressources. En lien avec les paradoxes de la demande d'aide, je parlais tantôt des exigences de la masculinité, de la socialisation. Un élément important à regarder, c'est que le poids de cette socialisation fait souvent aussi que, même rendus en présence de nous, aidants et aidantes, les hommes vont parfois se retrouver avec des hésitations, des ambivalences. Pourquoi? Ben parce qu'en partie, ce qu'on leur demande de faire, pour certains d'entre eux, c'est d'aller à l'encontre de ce qu'ils pensent qu'ils doivent être, qu'ils devraient être, de ce qu'ils devraient faire. On leur demande d'être vulnérables, on leur demande de nous confier
des choses dont ils sont pas fiers, des choses dont ils ont parfois honte, face auxquelles ils vivent de la culpabilité, face auxquelles ils craignent que si ça se sait, ça va nuire à leur image, ça va nuire à leur capacité d'être respectés par les autres autour d'eux. Et donc, on va se retrouver avec ce défi que non seulement il peut être difficile pour eux de s'ouvrir à nous et de faire les pas, mais souvent la bataille est d'abord intérieure. C'est avec eux-mêmes qu'ils se débattent par rapport à ce choix de finalement aller à l'encontre de ce qu'ils pensaient devoir être et faire et de décider d'ouvrir la machine. Ça donne des résultats comme ce qu'avait mis en évidence la recherche sur les hommes et le rapport à l'aide et aux services qui a été faite en 2015, où 84% des hommes disaient « je préfère tenter de régler les problèmes par moi-même avant tout ». Je préfère même, dans presque 68% des cas, ne pas en parler, garder ça pour moi, sauf ultime situation où c'est plus du tout possible. Certains, presque 58%, hésitaient à demander de l'aide et 35%, une fois décidés malgré tout à demander de l'aide, le vivent encore comme un sentiment d'échec, un coup dur à leur fierté comme tel. Et comme je l'évoquais il y a un instant, dans les recherches de 2015, c'était au-delà de 38% des hommes qui ne connaissaient pas vers quelles ressources ils auraient pu se tourner. On voit un progrès en 2021, je l'évoquerai, c'est en partie lié au fait que les plus jeunes générations d'hommes ont un rapport différent à la demande d'aide et aux ressources également. Vous aurez probablement, comme moi, vu cette publicité dont on a une nouvelle mouture récemment sur la fameuse mycose des ongles. Je la trouvais quand même chouette, je voulais l'évoquer pour vous parce que qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met exactement ce qu'on vient d'évoquer en évidence. Le fait que beaucoup d'hommes banalisent leur état, ne sont même pas conscients que leur état pourrait avoir des effets. Hein. Dans la publicité, le médecin sensibilise l'homme au fait que cette maladie, somme toute, tout à fait bénigne, est malgré tout contagieuse. Alors, on peut imaginer que devant des problèmes plus complexes, des problèmes plus lourds, problèmes de consommation, problèmes de gestion de soi, colère, à la limite violence, ça devient encore plus difficile de s'ouvrir puisque là, on se retrouve devant des enjeux beaucoup plus honteux, beaucoup plus difficiles à aborder comme tel. Mais le processus est quand même pas mal le même. Ce que ça nous dit au final, pour boucler graduellement cette partie-là de la présentation sur le rapport des hommes à la demande d'aide, c'est que bien sûr, lorsque nous, on les reçoit, on a souvent des hommes qui viennent avec une détection tardive des signes. Ils ont cherché à s'en sortir seuls, ils ont attendu avant de consulter. Ils consultent parfois parce que c'est maintenant impossible de faire autrement. Situation de crise, pression de leur entourage, souvent la conjointe, parfois la cour, la protection de la jeunesse, parfois un employeur ou des collègues de travail, notamment au niveau des organisations syndicales ou du soutien en contexte de travail. Et bien sûr, ça fait parfois un contexte de demande qui n'est pas une demande usuelle, facile, simple. Et bien sûr, ils arrivent en urgence, en crise, en malaise intense et tout ce qu'ils nous demandent, c'est est-ce que je pourrais avoir une réponse ou une guérison rapide? Ce qui, bien sûr, dans des situations détériorées et difficiles, avec en plus parfois le fait que, on va être honnête, si vous et moi, on se questionne sincèrement, on est probablement un peu emmerdé qu'ils aient attendu alors que c'est tellement évident que s'ils étaient venus avant, la situation aurait été différente. Donc, il ne faut pas minimiser le fait que parfois, nous-mêmes, on a une certaine difficulté à accepter la demande et le contexte dans lequel la demande de ces hommes-là nous est formulée. Je voulais faire une nuance, comme je l'évoquais, parce que les recherches plus récentes commencent aussi à nous montrer des évolutions. Les recherches sur les profils des hommes nous montrent notamment qu'il commence à se faire une césure quand même significative. Elle n'est pas tranchée, c'est pas que des hommes de plus de 35 ans n'ont pas évolué, ou bien au contraire, beaucoup ont évolué, et qu'il n'y a pas des hommes de moins de 35 ans, incluant des hommes relativement jeunes qui sont encore aux prises avec le modèle traditionnel, mais on voit des changements qui fait probablement que d'ailleurs, on voit malgré toutes ces réticences et ces difficultés, de plus en plus d'hommes venir consulter.
L'intimité plus investie, je me rappelle d'une recherche qui mettait en évidence comment, dans la définition de ce qu'est un homme aujourd'hui, dans les années 2015-2020, la notion d'être investi comme parent, la notion d'être investi comme partenaire fait désormais davantage partie de la définition, de l'autodéfinition qu'ont les hommes de ce que c'est d'être un homme. Le rôle de pourvoyeur a moins un domaine, est toujours présent, mais moins central ou moins exclusif. Il n'exclut pas nécessairement d'autres dimensions comme la conciliation travail et vie familiale, ce qui fait qu'effectivement, le partage évolue. Les émotions aussi sont davantage partagées. Je le vois autour de moi, ma conjointe, oui. Ma conjointe a des enfants dans la quarantaine. J'ai une fille au début de la quarantaine et je vois ses amis et autour d'elle, ses amis hommes, être définitivement plus ouverts, plus capables de partager. On constate malheureusement que dans beaucoup de milieux de travail, et malheureusement le travail à son compte n'échappe pas à cette réalité-là, que la compétition est forte, que l'agressivité et la colère sont malheureusement encore parfois valorisées pour faire ses percées personnelles, pour avancer, pour réussir, entre guillemets. Donc, malheureusement, il y a toujours ça qui fait que peut-être parfois les dérapages vers la violence et non pas des dynamiques de violence construites ou solides peut malgré tout être présent. L'homophobie ou le regard sur les différences du genre ont par contre beaucoup évolué. Ça, on le voit chez les plus jeunes générations. Donc, de ce côté-là, il y a des éléments différents et ça nous amène à dire que recevoir des hommes aujourd'hui, c'est recevoir une pluralité et une diversité d'hommes auxquels il faut être aussi prêt à s'attarder lorsqu'on est dans le champ de l'intervention dans nos organisations. Je passe maintenant à la deuxième partie de la présentation sur la question des obstacles et des facilitateurs. Et là aussi, je vais m'attarder à quelques résultats de recherche et quelques expériences qui ont été suivies au niveau plus concret du travail. Il y aura quelques tableaux avec des statistiques, je vous préviens. Je vais les survoler seulement. Ils demanderaient du temps. Je vais les survoler, mais vous les aurez dans la présentation, ce qui vous intéressera peut-être d'approfondir avec certains éléments ultérieurement. Donc, la réalité, comme je l'évoquais, les hommes consultent plus. Ils nous parlent de plus en plus, mais il y a des questions qui on doit encore se poser, comme celles que nous nous sommes posées dans les années, fin des années 70, début des années 80, par exemple, par rapport à la paternité. Est-ce que nous allons à leur rencontre? Est-ce qu'on sait écouter et décoder leurs demandes? Quels sont les défis qui nous restent peut-être à relever dans nos organisations, dans nos services, dans notre pratique professionnelle aussi comme personne au quotidien? Et quelles sont les conditions à réunir pour réussir la rencontre avec les hommes qui viennent vers nous? Alors, parmi les éléments à prendre en compte, il ne faut pas négliger que la dimension de genre, du genre masculin, parfois on la néglige. L'homme devant moi, il vient de quelle génération? Il vient de quel milieu? Il a quel regard sur lui et sur ce que c'est d'être un homme? Parfois, il faut prendre quelques minutes pour jaser de lui, avant de jaser de son problème, pour savoir à quel homme j'ai affaire. L'autre aspect, c'est les doubles standards. Je vous mets au défi de m'affirmer les yeux dans les yeux sans me mentir ou sans jouer vous-même à vous mentir sur le fait que vous n'avez pas encore à l'égard des hommes et des femmes, parfois, peut-être pas toujours, mais parfois des doubles standards. Vous vous attendez probablement encore que les hommes soient capables d'encaisser certaines choses pas mal plus que certaines femmes, ou d'être capables de se la fermer par rapport à ça, ou de différer le besoin d'avoir de l'aide. Il y a aussi, bien sûr, on a eu des progrès énormes au fil des années. On a appris à dépister un grand nombre de difficultés, violence conjugale, problématiques sexuelles, des profils de gestion de soi qui sont toxiques, qui arrivent chez beaucoup d'hommes. Et de ce côté-là, oui, on a progressé avec le défi que parfois, ces filtres-là, tout en étant utiles, peuvent devenir un piège, peuvent devenir un empêchement de réussir le contact, la rencontre avec certains hommes chez qui il y a une bataille entre la difficulté qu'ils ont à nous livrer et le fait qu'à l'intérieur, ils sont quand même en détresse.
L'autre aspect, c'est qu'on a été amené à se voir souvent comme professionnels, comme des spécialistes et à adopter inconsciemment souvent des approches un peu trop verticales, alors que ce que la recherche nous met en évidence depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, c'est que les hommes sont beaucoup plus confortables avec des approches plus informelles, où on les met dans la logique de participation et de co-construction de l'analyse de leur situation. Donc, ce qu'en médecine, on appelle les approches de client-partenaire. Donc, on a à l'envisager à plusieurs niveaux, incluant dans des organismes où on ne fait que de l'aide ponctuelle. On oublie peut-être un petit peu cette dimension-là. Les modèles d'intervention qu'on a tous et toutes probablement appris et développés sont passablement centrés sur l'expression, expression des émotions verbales la plupart du temps, ventilation, procédés qui sont efficaces, mais moins avec les hommes plus traditionnels. Donc, on a le défi parfois d'ajustement, ajustement dans notre manière d'en parler. Il faut parler des émotions avec les hommes, mais il faut peut-être parfois s'amener à en parler à leur manière, dans des mots ou une manière d'évoquer des choses qui est un peu différente. Plutôt que de parler des émotions, expliquez-moi ce qui s'est passé, comment vous comprenez ce qui vous arrive en ce moment, plutôt que de dire comment vous vous sentez au moment d'un premier contact. On va le savoir éventuellement comment ils se sentent, ne vous inquiétez pas. D'autres enjeux sont aussi présents. Je l'évoquais avec le fait qu'on a développé beaucoup d'efforts pour faire face à des problématiques comme la violence, la toxicomanie, mais malheureusement, on laisse parfois dans l'ombre des problématiques plus légères, plus bénignes, des besoins, en fait, plus ordinaires, humains, pour lesquels on s'adresse moins directement aux hommes. Donc, il y a une faiblesse peut-être de notre part comme réseau de ce côté-ci. Des difficultés d'accessibilité, ne pas négliger le fait que beaucoup de nos organismes n'ont pas des heures d'ouverture qui sont si compatibles que ça avec les réalités de travail des milieux masculins. On constate encore des différences notables dans les milieux de travail masculins par rapport aux milieux de travail féminins ou mixtes, avec une proportion significative de femmes qui ont tous presque fait des efforts d'ajustement comme tel. Donc, malheureusement, parfois, nos services n'ont pas la souplesse de tenir compte du fait que des hommes travaillent souvent sur des chiffres, sur des horaires variables, sur des périodes d'absence plus significatives que ne vont le faire plusieurs métiers de femmes. Les hiérarchies, les procédures, parfois plus complexes qu'il n'y paraît, avec chez les hommes qui sont moins éduqués en moyenne que les femmes, des études moins élevées mur à mur, aussi bien au secondaire qu'au niveau collégial qu'au niveau universitaire. Les femmes sont plus éduquées, plus scolarisées que les hommes maintenant, et donc moins mal à l'aise avec toute une série de procédures plus complexes, alors qu'on a pas mal d'hommes qui ont des déficits de ce côté-là, leur rendant nos beaux services en ligne, notre site web et compagnie, pas toujours si convivial que ça pour ce type d'homme. Parfois même, c'est notre milieu qui n'a pas l'air d'être un milieu qui s'adresse à des hommes. Et bien sûr, la nécessité, dans bien des cas, de devoir répéter son histoire à toutes les étapes du processus. Je reviendrai sur des éléments qui ont été évoqués dans plusieurs recherches comme piste de solution. Et bien sûr, occasionnellement, la difficulté pour certains professionnels d'entendre la détresse masculine, de décoder le langage masculin. Je passe rapidement sur les demandes exprimées par les hommes parce que, dans le fond, elles reviennent à nous dire ces choses-là. J'ai besoin d'être écouté sans être jugé. Pour moi, mon image, ma réputation est importante, donc parfois l'anonymat, la confidentialité. J'ai besoin de savoir, j'ai bien fait de venir vous voir, je ne suis pas trop momoune, entre guillemets, si je peux dire cette expression-là. Ça fait du sens d'avoir besoin de travailler telle situation. Et bien sûr, comme je le disais, rapport horizontal. Et ils veulent aussi être reconnus pour ce qu'ils font de bien, pas uniquement qu'on se sente sur leurs difficultés. Donc, comme je le disais, je vais passer plus rapidement sur quelques-unes des autres statistiques pour attirer votre attention, pour que vous preniez le temps peut-être d'aller les consulter par vous-même. Donc, voilà ce que la recherche la plus récente nous nomme. Les heures d'ouverture sont un enjeu, les coûts, bien sûr, comme pour les femmes dans certains cas. La possibilité de connaître la ressource avant et de savoir à quoi s'attendre. Et chez les plus jeunes hommes, d'être parfois accompagnés et même d'avoir de l'aide pour prendre un rendez-vous. Donc, voilà. Les choses qu'ils apprécient, professionnalisme, climat de confiance, ne pas se sentir jugé, un délai d'attente. On comprendra que c'est parce que souvent, ils se présentent, comme je le disais, après avoir longtemps attendu, donc dans un état qui est parfois plus problématique. Ce qu'ils apprécient aussi,
relation de continuité, voire un intervenant rapidement, mais souvent la relation de continuité dont je fais la nuance que ce n'est pas toujours absolument le même professionnel, la même personne, mais qu'il y a une continuité entre notre parcours et celui de notre collègue. On verra que dans beaucoup de projets de terrain, le processus de référence et d'accompagnement dans le passage d'un service ou d'un collègue à un autre est crucial. Les hommes ne perdent pas le fil si on a tenu le fil pour faire le passage d'une façon significative, là, et pas seulement en disant appelle telle personne ou appelle telle ressource, avec encore plus le fait que c'est une ressource, c'est un peu anonyme. Un aspect important que je veux évoquer, être une femme n'est loin d'être un obstacle. En fait, quand on parle ici de préférence, uniquement de préférence, seulement 14% des hommes disent qu'ils préféreraient être un homme, ce qui, dans d'autres recherches, a montré que c'est à peine 6% qui disent « je voudrais vraiment plutôt consulter un homme ». Donc, 94%, entre 94 et 86% des hommes seraient parfaitement confortables de consulter une femme, sachant que c'est souvent auprès de femmes qui se sont confiées au fil de leur vie. C'est par elles qu'ils ont été le mieux accueillis, beaucoup plus souvent que par des hommes qui les ont peut-être mis au défi de dire ben, « là, tu es capable d'en prendre, ou tu es bien comme ceci, ou tu es bien comme cela ». Un autre aspect important, les hommes ont une culture par laquelle, dans beaucoup de milieux de travail, ils sont assez cadrants. On demande pour une promotion, on demande pour une formation, on met son nom sur la liste et on attend notre tour. Donc, d'une part, laisser des messages, c'est pas une manière très populaire avec les hommes, comme vous le voyez. Beaucoup vont carrément laisser tomber ou carrément aller voir ailleurs. Et bien sûr, comme je le dis, à cause de leur culture, très peu vont relancer. Souvent, on l'a constaté, même quand les situations se sont détériorées, les hommes ont cette culture souvent liée au milieu de travail. J'ai donné mon nom, ils vont m'appeler quand ça va être mon tour. Il n'est pas question que je passe devant quelqu'un d'autre. Donc, on a constaté que dans des milieux où on a fait l'effort de quand même, lorsqu'il y a des attentes un peu plus longues, de vérifier avec les hommes si la situation a changé, c'est un élément gagnant. Dans beaucoup d'organismes, c'est positif. En plus que souvent, ça aide à mieux gérer les listes d'attente. Donc, ce que résument les recherches, à la fois une recherche métasynthèse de Movember qui a regardé des dizaines, en fait des centaines plutôt d'études, et celle du pôle d'expertise synthétisée dans leurs travaux de 2021. Important pour nous, comprendre les obstacles à la demande d'aide des hommes, tenir compte de leur culture, autant que faire se peut, avec un intérêt dans le fond pour les variantes, toujours être à l'affût d'un langage adapté, tâcher dans nos défis non seulement de mettre l'accent sur les difficultés, mais de proposer à la fois des modèles ou des exemples positifs et des messages positifs quant à ce qu'ils pourraient faire. Donc, mettre l'accent sur le possible plus que uniquement sur le déficit est un aspect important de leur motivation. Ça donne de l'espoir également. Inclure ou solliciter ou suggérer fortement le support, que ce soit d'aller vers un ami, un membre de leur famille, plutôt que de rester seul et uniquement avec nous comme intervenants. Et bien sûr, pour nous, de travailler en maillage et en partenariat pour éviter des choses comme les répétitions, les pertes d'informations, etc. Donc, d'autres clés, penser aux hommes dans notre organisation. Est-ce qu'ils se reconnaissent, ils viennent? Lorsqu'on travaille avec eux, valider leurs demandes, s'ajuster au style d'homme, prendre le temps de bien évaluer. Avec le défi suivant, beaucoup d'hommes ont, comme vous l'avez vu, peut-être été désensibilisés, n'ont pas eu la chance de développer un vocabulaire pour parler de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe en eux ou dans leurs relations. Donc, parfois, il faut accepter que c'est un peu plus laborieux et qu'il faut prendre un peu plus de temps pour creuser, notamment parce que c'est parfois porteur de situations à risque qu'on pourra éviter. Essayer de développer le mieux possible un rapport horizontal où on les sollicite et où on apporte ce que nous, on peut apporter. Assurer le soutien concret dans la référence et le suivi et essayer d'éviter la multiplication des démarches en facilitant le passage ou le transfert d'informations. Pour les autres, je les ai déjà mentionnés, donc je ne vous répéterai pas ces éléments. Voilà pour les grandes clés.
J'imagine que déjà, vous aurez des réactions. Peut-être que vous avez déjà identifié des éléments. Vous dites, ah, ça, c'est intéressant, effectivement, on a fait ces choses-là chez nous. On travaille à être un peu plus attentif à ces dimensions-là. Peut-être au contraire, vous avez dit, oh, peut-être que là, il y a une question intéressante pour nous. Alors, pour la dernière partie, les quelques dernières minutes avant qu'on ait notre période d'échange que j'ai préparée, je me suis attardé à un projet dont je vais vous parler, mais allons-y d'abord avec les questions que je veux vous laisser à réflexion et auxquelles j'aimerais que vous puissiez déjà commencer à réagir dans le clavardage dont Pierre et Paola vont faire le monitorat. Comme ça, lorsqu'on arrivera à la période de questions tout à l'heure, ils pourront peut-être aussi attirer mon attention sur des choses sur lesquelles ils aimeraient peut-être que nous rebondissions ensemble. Donc, le premier élément qu'on peut se poser, nos services sont-ils accessibles aux hommes? L'approche qu'on utilise, est-ce qu'elle est invitante pour les hommes, surtout pour les hommes plus réticents, c'est ça, plus réticents, plus traditionnels, un peu moins familiers et confortables avec les services? Comment est-ce qu'on a adapté nos façons de les accueillir si on l'a déjà fait, si on a déjà tenté un certain nombre d'efforts? Et en partageant ces choses-là dans le clavardage, sachez qu'on a convenu, Pierre et moi, tout à l'heure, que non seulement on vous rendra accessible le PowerPoint, mais également un résumé des suggestions et des idées intéressantes qui auront été partagées par vous dans le clavardage. Donc, ce que vous donnez, vous le donnez à tous et à toutes, et nous, on s'assure de vous le faire suivre par la suite. Donc, quels sont vos bons coups? Qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux ou qu'est-ce que vous avez peut-être identifié comme défi déjà dans les échanges ou dans ce que vous aurez vu jusqu'ici? Alors, je vais vous parler d'un petit projet, je vais le faire rapidement. Vous aurez le document, donc vous pourrez aller plus loin si vous le désirez par vous-même. Donc, c'est un projet intéressant qui se fait depuis 2 ans dans la région de Chaudière-Appalaches, où le CIS Chaudière-Appalaches a constitué un groupe de travail qu'on appelle Communauté de pratique experte, où on réunit en fait 8 intervenants et intervenantes de 8 services ou 8 secteurs différents. Ça va du maintien à domicile à l'urgence, les GMF, les soins à domicile, etc. La DPJ est présente, plus les services d'organisation communautaire qui s'ajoutent. Et on a également 4 organismes pour hommes représentant différents types de problématiques et de besoins d'hommes de cette région-là. Donc, ces 13 personnes-là travaillent ensemble avec moi à tenter d'améliorer l'approche et l'intervention auprès des hommes dans tous ces services-là, avec le fait, bien sûr, que ce ne sera pas les mêmes solutions pour tous les domaines. Je vous donne un extrait du travail que l'on a fait ou de comment on a travaillé plus tôt et vous aurez une partie des documents donc dans le PowerPoint et à la limite, si certaines d'entre vous avaient besoin d'aller plus loin, on a un document beaucoup plus complet qu'on pourrait éventuellement acheminer avec les sous-questions par secteur. Donc, on a identifié, nous, 5 zones de défi. Des barrières d'ordre administratif, des conditions qui pouvaient limiter l'accès à certaines clientèles, en fait, qui pouvaient limiter certaines clientèles à ne pas être prises en considération. On a regardé aussi les barrières fonctionnelles limitant l'accès, qui peuvent être des choses au niveau de nos pratiques techniques, nos heures d'ouverture, les lieux où certains des services sont disponibles et les trous de service à d'autres endroits. On a regardé différentes barrières plus triviales qui peuvent aller des coûts de stationnement, de la difficulté de se rendre par transport en commun, par exemple, à telle ou telle ressource, aussi bien communautaire d'ailleurs que publique. On a identifié des barrières ou des obstacles liés à la formation du personnel, autrement dit, des besoins que les équipes avaient et qui devaient être identifiés pour qu'on puisse chacune être plus confortable, plus capable de recevoir et d'aider, et des barrières liées aux pratiques professionnelles au quotidien. Et là, ces éléments-là pouvaient couvrir aussi bien des besoins de supervision, mais également tout simplement la manière dont on organise nous-mêmes comme intervenants notre charge de travail et pour lesquels certains éléments pouvaient être travaillés autrement avec les clientèles masculines, certaines clientèles masculines particulières. Je vais donc maintenant vous donner 2 exemples à partir d'une des 5 catégories, les barrières administratives. Donc, on s'est posé la question, existe-t-il des barrières administratives limitant l'étendue des clientèles? Est-ce qu'autrement dit, il y a des clientèles qui nous semblaient exclues ou difficilement capables d'être rejointes? Est-ce qu'il y avait des clientèles ou des problématiques orphelines? On a constaté que dans certains services, on prenait en charge certains enjeux, mais il y avait souvent des problématiques concomitantes
dont on ne tenait pas compte. Donc, les clients se sentaient pas pris en charge correctement. On ne faisait pas suffisamment de maillage avec un organisme complémentaire qui aurait pu compléter ce que nous, on ne pouvait pas offrir. Certains services, on voyait que les références professionnelles étaient requises. Un homme ne pouvait pas être référé par sa famille. Il devait passer par un parcours à obstacles avec parfois des délais, notamment ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Et les hommes sont en moyenne plus nombreux à ne pas avoir de médecin de famille. Encore plus s'il y avait un diagnostic requis, notamment au niveau des soins de santé mentale. La participation exclusivement volontaire, alors qu'on s'est rendu compte que chez beaucoup de jeunes hommes, s'ils sont amenés, accompagnés avec quelqu'un de leur famille, de leur entourage, ils font la démarche. Par eux-mêmes, ils ne l'auraient pas fait. Quand on a ouvert la porte dans certains de ces services-là, à cette dimension-là, on a eu le lien. En plus, la personne de confiance transmet sa confiance en notre aide à la personne qu'elle accompagne, ce qui est gagnant. Et parfois, il y avait des protocoles restreignant l'échange d'informations. Donc, vous voyez un peu le type d'enjeu. Dans la suivante, je ne la parcourrai pas parce que je veux qu'on aille bien, je la parcourrai rapidement parce que je veux vraiment qu'on aille à des échanges, réflexions ensemble. Mais ce sont certaines des pistes qui sont évoquées, par exemple, problème de répétition, perte d'informations, etc. On a constaté qu'il y avait peut-être parfois absence d'entente, de suivi conjoint, absence de protocole d'échange d'informations. Certains outils de travail ne favorisaient pas l'implication des hommes. On se rendait compte que lorsqu'on leur donnait un travail à faire, une tâche à faire, il y avait quelque chose qui se passait, notamment avec les pairs, notamment avec les proches aidants. Avec les pairs, par exemple, on a découvert qu'il y avait certains des membres des équipes qui avaient des grilles sur des habiletés parentales où les hommes pouvaient eux-mêmes commencer à identifier ce qu'ils faisaient déjà de bien. Et en faisant ça, ils voyaient aussi la liste des choses qu'ils pouvaient peut-être améliorer. Vous voyez un petit peu l'idée. Même chose au niveau des hommes proches aidants, qui étaient portés à se dévaloriser parce qu'ils n'étaient pas capables de donner certains soins, alors qu'il fallait leur faire voir qu'ils en faisaient parfois déjà beaucoup et que sur la base de cette confiance-là, ils pouvaient peut-être aller plus loin. Nous, on pouvait aussi leur donner confiance dans leur potentiel de développer leurs habiletés. Certains outils favorisaient malheureusement pas toujours le dépistage ou le repérage. Prenons notamment, on s'est mis à constater que les références de nos collègues par rapport à la dépression, par exemple, étaient malheureusement pas très à jour. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient fait de révision en profondeur de leur lecture des symptômes de la dépression. Or, on se rend compte que chez les hommes, l'irritabilité, les colères soudaines, la surconsommation de pornographie, la fuite dans le travail sont parfaitement corrélés maintenant à des enjeux comme la dépression. Donc, si nos critères ne sont pas adaptés, on passe à côté de plusieurs situations pour lesquelles on aurait pu ou dû intervenir. Et autre élément qui n'était pas mineur, notamment dans le rapport entre les fameux organismes communautaires et les différents services du CIS, c'est que la clarté des trajectoires de services faisait défaut, aussi bien à l'intérieur des organismes communautaires qui étaient mal informés de la manière d'accompagner un homme vers le bon service au niveau du CIS de la région que du côté des intervenants du CIS. Et donc, un des efforts majeurs de la dernière année, ça a été de travailler à créer des courtes capsules de travail et des courtes fiches pour rendre aussi bien les uns que les autres plus confortables avec ce matériel-là. Donc, vous voyez un petit peu comment tout ça est bien sûr du sur-mesure. Ça ne peut pas être la même chose pour chaque service, mais c'est intéressant. Bon, j'en ai mis quelques autres. Notamment, on a découvert que certaines ressources n'étaient pas connues du réseau, mais elles existaient, même si c'est à une échelle mineure. Voilà. Et bien sûr, cette année, le défi que l'on a, c'est avec l'année épouvantable qu'on a connue autour des féminicides, c'est qu'on s'est dit, il y a un effort conjoint, collectif de tous les intervenants et intervenantes d'être resensibilisés et conscientisés aux enjeux des facteurs de risque autour de la violence conjugale et familiale. Donc, on fait un effort spécial dans le groupe de travail cette année là-dessus. De même qu'il va y avoir un effort un peu plus spécial de fait au niveau notamment des clientèles DI, TSA, peut-être que certains d'entre vous, là, y sont familiers, et où on voyait que beaucoup de stéréotypes étaient présents et que malheureusement, il y avait des distorsions là, qui n'étaient pas favorables à ce que les hommes qui ont ces difficultés soient mieux pris en charge, souvent à cause, bien sûr, d'enjeux, de problématiques concomitantes. Donc, voilà.
Alors, ça m'amène à vous donner la parole. Je vais donc arrêter le PowerPoint ici. Je vous indique, tiens, juste une petite chose, j'ai mis quand même en référence à la fin, parce qu'on veut que vous le connaissiez, on veut que vous connaissiez ces outils-là, les fameux outils du coffre à outils pour hommes, dont quand même 4 des outils sont définitivement et directement destinés à nous, intervenants et intervenantes, alors que 2 autres sont destinés aux hommes eux-mêmes, comment se relever après un coup dur et comment aider un homme proche de moi, on comprendra pour leur entourage. Donc, vous avez la référence, n'hésitez pas à aller les chercher. Ils sont maintenant disponibles en anglais et en français, imprimables, exportables par Internet si vous avez la chance d'avoir les coordonnées des personnes avec qui vous avez une intervention. Donc, je vous invite vraiment à en profiter, à utiliser ces outils-là comme tel. Donc, je vais mettre fin au partage, revenir au mode mosaïque. Et ben, je vais ouvrir mon clavardage parce que je suis curieux de vous lire. Et puis, je vous le redisais tout à l'heure, Pierre, par là, s'il y a des choses qui vous ont frappé dans le clavardage, n'hésitez pas à me relancer. Voilà. Alors, Pierre, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on aille avec des mains levées? Comment, pour avoir des réactions, des idées des gens autour? Est-ce qu'on va comme ça? Oui, certainement. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions, des précisions sur la belle présentation de Pierre. Donc, déjà, il y a M. Doyon qui lève la main. Bonjour, bonjour tout le monde. Non, Bonjour. merci pour cette enrichissante présentation. Donc, ma question, les populations sur lesquelles vous avez et ces recherches ont été faites, est-ce que c'est une clientèle, quel est le profil socio-démographique de cette clientèle aussi? Donc, Pour répondre rapidement, est-ce que c'est oui. une clientèle, est-ce que c'est une clientèle qui est née ici ou bien c'est une clientèle de deuxième génération ou bien par rapport à l'immigration, le nombre d'années d'immigration, ou bien ce sont des études générales, bien qu'on se retrouve dans beaucoup de données, quelle que soit notre Oui. origine, mais je en tout peux cas, vous je vous laisse la répondre parole. rapidement. Les recherches en question, en fait, les recherches de 2014, 2015, 2016, 2018 et 2020, 2021 d'ailleurs, ont été faites en général autour d'échantillonnages représentatifs. Donc, où on prenait en compte la localisation, les âges et générations. Donc, c'est vraiment des études comme on le ferait pour des sondages très grand public qui permet d'avoir une représentativité d'effectivement des couches. On a fait de la surreprésentation dans la plupart des études, notamment pour les communautés qui ne parlaient pas français, de façon à avoir un échantillon suffisamment représentatif de la diversité qui est souvent attachée aux communautés, notamment anglophones, là, qui sont beaucoup plus diversifiées que... Donc, normalement, c'est tout à fait représentatif, sans que ce soit aussi approfondi que si on avait des entrevues en détail avec de grands groupes. Mais non, en général, c'est assez représentatif de l'ensemble des communautés. Merci. Il y a Marie-Louise dans la zone de clavardage qui mentionne si on a des exemples d'adaptation des salles d'attente pour permettre aux hommes là, de se présenter au service et de faciliter leur demande d'aide. Je parcours un petit peu le clavardage, moi aussi. Donc, si je peux répondre, Marie-Louise, selon les informations qu'on a recueillies à travers les sondages là, pour l'adaptation des salles d'attente, c'est surtout d'avoir une intimité. Donc, les hommes n'aiment pas ça nécessairement se faire identifier, donc avoir peut-être une section plus appropriée pour eux au niveau de l'intimité. Des revues adaptées aussi à eux et non nécessairement comme moi quand je vais chez le coiffeur, d'avoir seulement des revues de coiffure. Donc, ça aussi, souvent maintenant dans les hôpitaux, il y a dans les salles d'attente d'hôpital, CLSC, il y a des écrans, donc diffuser plus des informations appropriées à leurs besoins, à leur réalité. Il y a Mima qui veut prendre la parole, qui désire poser une question. Oui, bonsoir. Merci beaucoup
pour cette intervention qui est vraiment nécessaire, il me semble. Alors voilà ma question. En France, on forme des travailleurs sociaux qui sont désireux d'aller vers les pairs. Donc nous, on est une association qui s'appelle Les Pairs. On Oui, travaille en relation avec le RVP. Je vois que Mardoché est oui. par là. Mhm. Et par exemple, il n'y a pas très longtemps, là, on a eu une formation avec 10 structures. On l'a fait, on essaye toujours de la faire à deux, un homme, une femme. Oui. Et il se trouve que les réactions sont souvent les mêmes, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux étant des femmes, elles disent, mais d'abord, les hommes ne demandent rien, ils ont sans doute pas besoin. Et en plus, donc on tente de leur expliquer ce que vous avez fait, mais peut-être pas aussi, de manière aussi fournie. Et leur réaction me surprend toujours parce qu'elles disent, mais en fait, il faut encore qu'on fasse tout ça pour eux. Oui, Et c'est le ça, voilà. paradoxe, oui. Moi, personnellement, je ne sais même plus comment leur dire quelque chose parce que, Moi, je pense que voilà, j'avais cette question. l'angle important, Mima, c'est de dire on ne fait pas ça pour eux, on fait ça pour nous. On le fait pour Oui, le nous oui, tous, parce qu'avoir oui. des hommes sains autour de nous, des hommes qui vont mieux élever nos enfants et leurs enfants, c'est aussi se garantir d'avoir une vie plus saine comme collectivité. Et oui, je pense que malheureusement, on a ce défi-là de dire oui, il faut aller au-devant, il faut faire des choses. Je dirais que les femmes là-dessus, dans le mouvement des femmes, vous nous avez appris beaucoup de choses. Ce n'est pas toutes les femmes qui, du jour au lendemain, se sont réveillées un matin en disant, ben mon corps, c'est à moi, il me semble que je devrais avoir le choix de décider. Mes choix de vie, de contraception et autres, c'est à moi de décider. La majorité des femmes dans les années 50, 60 n'étaient pas là pantoute. Il a fallu des précurseurs qui ouvrent cette porte-là, qui convainquent d'autres femmes, qui aillent au-devant d'elles, qui leur parlent de ces choses-là pour que les femmes s'éveillent, s'ouvrent, se parlent et changent ensemble leur modèle de rapport à plein d'enjeux. Alors, on en est là. Et j'aurais le goût de vous taquiner. Il y a eu beaucoup d'hommes, j'en étais, comme plusieurs que je connais ici au Québec. On était de ce mouvement-là en disant, oui, nos femmes ont absolument le droit de pouvoir retourner au travail, de ne pas perdre leur travail parce qu'elles ont eu des enfants. Non, c'est injuste. Et je pense qu'il faut penser que c'est en se rejoignant là-dedans et oui, en faisant des efforts pour ouvrir des portes, que ces choses-là vont un jour être ordinaire, être du quotidien comme plusieurs le sont maintenant dans notre rapport à la santé des femmes. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on leur dit, mais il n'empêche qu'en ce moment, en tout cas en France, je ne sais pas où vous en êtes au Canada, au Québec, mais a priori, on est en pleine manifestation où les femmes Oui, et les jeunes, bon, voilà, reprennent, on va dire, conscience d'elles-mêmes et elles se disent c'est une charge de plus, voilà. Et donc elles oui, se rebellent encore plus et c'est très pénible, quoi. oui. Mais je vous Voilà. dirais que ce n'est pas exclusif à la France. On a peut-être un peu plus de chance en ce moment ici parce que le travail sur la paternité, on a la chance d'avoir quelques années de cheminement de fait et on le voit que ça a eu de l'impact constructif. On le voit qu'il y a des pères plus Complètement. investis, on le voit qu'il y a des hommes plus portés à l'égalité à tous les plans. Donc, soyez patiente. Je le Et suis. puis, quand Et vous avez donc, comme besoin vous, de oui, soutien, venez participer à des activités avec nous pour vous requinquer un peu pour la prochaine étape. voilà, c'est ce que je fais. Et il me semble que ce qui nous manque justement, c'est d'avoir des outils où les hommes, et notamment les plus de 35 dont vous parliez tout à l'heure, parce que les moins de 35 sont, on va dire, dans une autre dynamique, mais d'avoir des modèles en fait Oui. d'hommes qui nous diraient quoi que Mhm, se mhm. parler entre eux, c'est bien quoi. Voilà, on a besoin Parfait. de ça. Ouais, ben vous avez peut-être à faire des appels à tous. Je suis convaincu qu'en faisant des appels à tous, vous allez en trouver quelques-uns. Oui, il y avait Daricard. Oui, bonjour. En fait, moi, je travaille à la clinique des troubles Oui, relationnels, donc avec les gens qui ont des problématiques de troubles de personnalité. C'est sûr qu'une bonne partie de notre clientèle limite, hein, plus précisément. On travaille aussi avec ceux qui ont des personnalités narcissiques et compagnie, là, mais principalement, c'est limite. Donc, majoritairement, la clientèle est de femmes, mais on a quand même plusieurs hommes. Puis, on a quand même beaucoup de problématiques narcissiques qui commencent à embarquer, donc on les prend quand même dans nos groupes. Puis, dans le fond, la thérapie qui est offerte d'emblée, c'est la thérapie de groupe. Donc avant, on avait la thérapie, on avait des groupes unisexes. Donc vraiment, oui, il y avait des groupes d'hommes, puis des groupes de femmes.
Puis avec le temps, bon, on sait là, justement l'évolution de la socialisation, on a des dysphories de genre et compagnie, etc. Donc, puis aussi pour ouvrir l'accessibilité plus aux hommes aussi pour certains groupes, on a décidé de faire des groupes mixtes. Donc, ça fait comme peut-être 2-3 ans qu'on a commencé à faire des groupes mixtes. Là, je me demandais justement, est-ce que vous pensez que de avoir quand même, en plus des groupes mixtes, là, de ne pas juste avoir unisexe, mais d'avoir un groupe uniquement masculin aiderait ou on peut garder ça mixte? Je serais porté à dire peut-être, mais il faut le vérifier, mais je vais vous relancer avec d'autres hypothèses. Moi, j'ai travaillé dans les services publics et on avait occasionnellement des activités ponctuelles adressées spécifiquement aux femmes, adressées spécifiquement aux hommes, ce qui ne nous empêchait pas d'avoir dans les services généraux, d'avoir des activités qui étaient ouvertes, qui étaient mixtes, là, absolument. Un des enjeux, je vous dirais par contre, c'est que ça devient intéressant. Moi, pour avoir été beaucoup sensibilisé aux enjeux de santé mentale, pour moi, beaucoup d'enjeux de santé mentale sont reliés à la socialisation des hommes et à la socialisation des femmes. Les difficultés que l'on développe, elles sont malheureusement souvent un peu balisées par le corridor de ce qu'on nous a appris à être et ne pas être. Donc, moi, je dirais, parler de la socialisation des hommes, parler de la socialisation des femmes, ça pourrait être intéressant comme un accent pour les aider, les uns comme les autres, à prendre du recul et à se dire, je ne suis pas obligé d'être pogné en plus de mes inquiétudes par ces stéréotypes-là. Peut-être qu'il y a une part de ma guérison qui est du fait, comme pour tous les autres hommes et femmes, d'être capable de retrouver son humanité, retrouver sa souplesse, se dégager un petit peu des dictats un homme, c'est comme ceci, une femme, c'est à tout prix comme cela. C'est ce qu'un peu on a remarqué en faisant des groupes mixtes, que dans le fond, ça a amené un peu même pour les femmes aussi qui avaient été victimes de violences et tout ça, c'est un peu une réparation. Mais on a quand même des demandes de certains hommes, parce que pour avoir animé les deux types, il y a vraiment comme une dynamique très différente quand c'est juste entre hommes. Puis une façon différente d'amener les choses, mais bon. Ben, je vous taquinerais avec toujours la même idée. Il peut y avoir des moments ou des rencontres spéciales qui pourraient, à la limite, être dédiées à une problématique, un moment, un enjeu qui touche davantage hommes ou qui touche davantage femmes. Ça vous donnerait de la souplesse. Merci beaucoup. On a en ligne Pierre Gaillard. Oui, bonjour tout le monde. En fait, c'est un petit peu, ça reprend un petit peu la dernière question. J'ai beaucoup aimé la première partie de la présentation où vous parliez de un petit peu de ce qu'est la masculinité, ce que ça peut représenter pour les hommes. Et ma question, c'était est-ce que lors d'une intervention d'un homme à un homme, est-ce qu'il n'a pas les mêmes attentes et du coup, comment dire, un a priori, le fait de devoir paraître fort a fortiori devant un homme. Est-ce que du coup, il y a des chiffres qui... ou est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là, prouvant par exemple que, je sais pas, il y a peut-être plus d'empathie chez une femme, même si c'est des stéréotypes. Je ne sais pas si ma question est claire, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire à peu près? Claire. Okay. Votre question est claire. Malheureusement, je vais répondre que je ne suis pas au clair avec des études qui auraient très spécifiquement nommé ça, en tout cas pas à une échelle très significative. Okay. Peut-être que quelqu'un, je sais qu'il y a une couple de chercheurs en ligne en ce moment, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu des choses qui, moi, m'ont échappé. Je serais apprécié si vous avez une réponse de l'évoquer dans le clavardage. J'avais en ligne, là, je suis allé dans l'ordre où moi, j'ai vu apparaître, j'avais Christophe et Luna au Carrefour parental. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous savez quelque chose comme ça, peut-être en virtuel sur votre site. Comme ça, on peut trouver plusieurs services différents offerts spécifiquement pour les hommes. Au niveau des ressources, oui, je vous dirais qu'un des aspects intéressants, le site du ROIM, qui est l'organisateur de la rencontre, vous allez avoir accès sur le site à toute une panoplie, en fait à l'entière panoplie des organismes intervenant auprès des hommes dans la grande région de Montréal. En plus, d'ailleurs, il y a une section sur des formations, conférences complémentaires possibles sur les problématiques. Donc, je vous dirais, c'est la bonne adresse. J'avais Jean-Pierre Beauchamp ensuite et j'aurai après ça Philippe Roy. Oui, m'entendez-vous? Oui.
Oui. Alors, en fait, ma question, c'est l'utilisation des mots. Oui, Par exemple, on parle de soins, oui, on parle de demande d'aide, oui, qui sont beaucoup des mots qui sont utilisés facilement dans des dynamiques avec des femmes, par exemple. oui. Mhm. Et puis, ce que ça amène pour plusieurs hommes, c'est que d'être obligé d'aller vers une demande d'aide, ça vient chercher la culpabilité, la honte et tout ça, là. Mhm. Et puis, alors que moi, dans mon domaine, je travaille avec les demandeurs d'asile. Oui, OK. Souvent, les situations auxquelles ils sont confrontés sont complexes. Oui. Il s'agit, pour moi, souvent de reprendre, au fond, il y a des stratégies qui ont été utilisées qui n'ont pas bien fonctionné. Oui. Et puis, l'idée, c'est de discuter de ça d'égal à égal avec au fond, la réalité auquel il est confronté, je m'excuse, mais je ne la connais pas. Lui, il la connaît. Absolument, tout à Il la fait. connaît Donc, dans le fond, beaucoup. j'imagine, Jean-Pierre, que vous allez vers des logiques comme racontez-moi, expliquez-moi ce qui vous est arrivé, expliquez-moi ce que vous avez fait. Absolument. Et Voilà. puis, l'autre Vous avez chose, la clé. mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand je lui ai demandé est-ce que vous avez fait un appel à l'aide, il dit non, je ne demande pas d'aide. Mhm. Et puis, moi, ce que ça m'amène aussi, toujours dans la dynamique de langage, c'est notre rapport d'expertise. Moi, je sais, eux ne sauraient pas ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce qu'au fond, il faut aller vers la prise en main, la mise en place de nouvelles stratégies, questionner les stratégies et non pas un pôle d'expertise avec des gens qui ne savent pas. Parce que ce n'est pas ça la réalité. Et moi, qu'est-ce que je connais de leur réalité? Il faut qu'ils m'en parlent. Tout à fait. Mais vous avez très bien compris, c'est exactement la posture qui n'est pas une posture hiérarchique, qui est de dire, j'ai peut-être des connaissances au niveau du droit des réfugiés, au niveau des ressources, mais je ne connais pas votre situation. Ce qui va être une aide ou une façon de vous rendre service, ça va être cette rencontre entre vous comprendre, vous connaître, que vous me guidiez dans vos défis et que je vois si je peux vous trouver des éléments de réponse qui pourraient être aidants. Mais je trouve que vous avez la posture et vous avez la posture qu'on recommande. C'est exactement ça. Vous l'avez. Il y a peut-être une chose que j'ajouterais, c'est une des premières affiches qu'il y a à l'entrée de nos bureaux, c'est tout propos pouvant apparaître irrespectueux amènera un refus de service. Okay? Vous voyez le genre de... Oui. On a tout ça dans toutes nos organisations. Et si j'étais en colère, comment j'exprime ma colère, mon insatisfaction de quelque chose qui m'apparaît un peu kafkaïen? Oui, absolument. Ben, merci, Jean-Pierre. Je vais passer la parole parce que le temps file vite à notre dernière main levée. Philippe Roy. Bonjour, vous m'entendez bien, Pierre? Oui, on vous entend. OK, ben, merci, Pierre. C'est toujours un plaisir de t'entendre et d'apprendre de toi. J'aimerais peut-être réagir à la première intervention de Mima, je pense, qui est en France. Tout d'abord, je tiens à lui exprimer ma solidarité parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi au Québec. Donc, des intervenantes, des gestionnaires qui vont dire, ben là, s'il faut aller chercher les gars en plus, là, il faut que les gars se responsabilisent à un moment donné. À ça, j'aimerais peut-être amener un élément de réflexion, vous direz si ça tient la route, mais de dire, collectivement, on a socialisé les hommes à s'éloigner de leurs émotions, comme on l'a vu, à s'éloigner de connaître ce qui est la santé et les ressources, parce qu'on dit, si tu veux être un homme, tu ne dois pas t'intéresser à ces choses-là. Et là, après ça, quand ils en ont besoin, là, on va les culpabiliser de ne pas savoir. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'incohérent où est-ce que si la socialisation est un geste collectif, et tu l'as montré par ta présentation, tu l'as montré avec tes films, les réponses doivent être collectives aussi.
Et ça fait partie, je pense, du mandat du travail social Tout à fait. d'être là-dedans. Est-ce que je m'égare? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Je vous lance la question. Ouais. Et je dirais, Philippe, si tu permets, de la même façon qu'on travaille activement à aider les femmes à sortir des carcans que la féminité traditionnelle leur a parfois imposés. Alors, c'est un peu le même défi. C'est malheureusement collectivement que les femmes et les hommes, on a imposé aux femmes un certain nombre de limitations, de biais qui les amènent parfois à ne pas voir tout le potentiel, leur force, leur capacité. Alors, c'est un peu de la même manière qu'il faut sortir les hommes de ces séquelles-là, je dirais, d'une socialisation stéréotypée. Pierre, est-ce qu'on peut prendre la dernière main levée qui était celle de M. Verdier? Oui, certainement. Merci. Alors, je suis un peu gonflé parce que je suis arrivé en retard. En fait, je n'ai pas entendu l'intervention alors que j'étais passionné, mais je n'ai pas pu me libérer la réunion d'avant. Voilà. Mais en tout cas, je suis ravi de voir que je pourrai avoir l'enregistrement. Alors, j'ai envie de vous entendre, Pierre, sur quelque chose qui m'étonne depuis 20 ans. Je fais partie de la même association que Mima, donc elle est père, et j'anime depuis 20 ans des formations, on va dire, sur le genre, sur les violences. Enfin, voilà. C'est une question qui me passionne depuis 20 ans. Et dans un des outils que j'anime, je vais vous dire sur quoi j'attends votre réaction, dans un des outils que j'anime, que j'ai appelé Mars et Vénus, je sépare le groupe en deux, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, des publics très, très diversifiés, et je demande à chacun, je leur pose plein de questions, il y a 8 questions, et je leur demande à chaque groupe de répondre sous la forme de brainstorm sur ce qu'ils aiment dans le fait d'être un homme ou une femme, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Enfin, bon. Et dans la première question, qui est qu'est-ce que j'aime dans le fait d'être de mon sexe, donc pour les femmes, d'être une femme, pour les hommes, d'être un homme, dans le groupe des femmes, dans 100% des cas, et j'ai animé cet outil au moins 500 fois, dans 100% des cas, la maternité arrive dans les 3 premières occurrences. C'est-à-dire que maternité, allaitement, enfin, la maternité est présente, y compris pour une femme qui va dire « c'est ne pas être mère ». Dans 9 fois sur 10, je pèse mes mots, dans 90% des cas, et je vous assure, je l'ai animé au moins 500 fois, je l'ai encore vécu il y a un mois. C'est bon. Ça continue à m'étonner. Dans le groupe des hommes, quand on leur dit qu'est-ce que j'aime dans le fait d'être un homme, même si tous les hommes sont pères, ils ne pensent pas à dire être papa. Et quand je leur dis, mais attendez, vous n'avez pas oublié quelque chose, les mecs, parce que je suis dans le groupe des hommes, moi, forcément, ma co-animatrice est dans le groupe des femmes. Moi, je n'interviens pas. Je leur dis, mais messieurs, vous n'avez rien oublié, donc qu'est-ce que j'aime dans le fait d'être un homme? Ils me répondent, non, pipi debout, on l'a dit, sortir seul le soir, on l'a dit, pas avoir ses règles, on l'a dit. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'oublie rien. Alors qu'ils sont fous de leurs enfants, ces hommes. Ça me sidère et j'aimerais bien vous entendre, Pierre, là-dessus. Je veux dire, je suis moi-même un peu perplexe en entendant ça parce que ce n'est pas mon profil personnel, mais je suis pas complètement surpris, mais je dirais qu'il y a peut-être un petit biais français malgré tout là-dedans. Je vais être un peu taquin, là, mais il y a peut-être un petit biais français un peu là-dedans. Au Québec, ça a changé, mais pas chez tous les hommes. Je dirais chez les jeunes hommes, comme je disais, dessous de la quarantaine, les trentenaires principalement et ceux de la fin vingtaine, on l'entend maintenant très, très, très souvent. Être père, c'est important. Il y en a beaucoup même qui temporisent sur leurs ambitions professionnelles pendant qu'ils ont des jeunes enfants. Je travaille dans une association où on a un homme qui vient de nous dire, ben là, je ne peux plus rien que travailler à temps partiel parce que je veux m'occuper de mon mousse qui est encore tout petit, puis je vais être là au moins les 2 premières années. Et puis, il y en a un autre qui déjà nous a dit, ben moi puis ma blonde, on pense avoir un enfant, ça se pourrait que j'ai des demandes. OK, je le vois venir. Alors, à mon avis, c'est en transformation, mais je dirais qu'au Québec, c'est beaucoup sur la place publique, le rôle du père. Il y a des organismes comme celui que vous connaissez, le RVP, là où travaille Mardoché, Raymond, où il y a un travail très actif, très visible, très social autour de cette réalité-là, ce qui fait que je pense que c'est ce qui nous donne ce petit élément-là. Et le paradoxe, vous le nommez bien, Éric, c'est que ces hommes-là sont malgré tout fous de leurs enfants. Ils travaillent pour que leurs enfants manquent de rien. Ils travaillent pour que leurs enfants soient en sécurité. Mais c'est vrai que c'est comme un angle mort. C'est comme le camion, là, le gros camion qui n'a pas de miroir du deuxième côté. Puis là, il ne voit pas qu'il y a un petit bout de chou à côté. Mais pourtant, il l'habite. Mais c'est probablement une évolution culturelle qui est en marche. Nous, je la vois là, émerger beaucoup plus, mais il y a eu des gens très vocaux, très actifs, avec des événements publics aussi. Le RVP a fait beaucoup d'événements et de campagnes très grand public, qui fait, à mon avis, partie de ce qui a peut-être commencé à faire évoluer la conscience, parce que la présence, l'intention, l'intérêt, il est là, mais la conscience de cette dimension-là.
C'est ça. D'ailleurs, juste pour terminer, quand les hommes découvrent cela, puisqu'on débriefit qu'ils le découvrent, il y en a Oui. même qui se mettent à pleurer. Hein. Je suis sont convaincu. choqués. Ils sont Je suis choqués convaincu. de ne pas y avoir pensé. Oui, Ils oui, disent, ça mais les c'est incroyable, bouleverse. comment c'est Je possible, suis quoi. convaincu. Oui, absolument. C'est très touchant que vous le disiez. Je reconnais des choses que j'ai moi-même côtoyées, vécues au fil des années. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Hein? Merci de votre participation. Et écoute, Pierre, moi, j'ai fait le tour. Là. Je suis... Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle présentation. C'est une belle mise à jour, c'est un beau rafraîchissement aussi. Je suis certain que tu as capté l'attention là, de l'ensemble des personnes qui sont présentes. On vous remercie aussi beaucoup au nom du ROHIM, au nom du comité régional aussi, là, en santé et bien-être des hommes. Un petit rappel, notre prochaine activité, là, notre prochaine conférence est le 30 mai prochain sur l'heure du midi. Donc, vous allez recevoir une communication de notre part là, pour vous inscrire, participer à cette conférence-là. Donc, sur ce, nous vous remercions beaucoup. Nous vous souhaitons une belle fin de journée aussi. Merci beaucoup aussi à Pierre pour cette première activité. Puis, peut-être que tu es tellement populaire, puis le sujet est tellement pertinent, puis que tu le fais tellement bien. Peut-être qu'on aura l'occasion de te réinviter dans le cadre de nos activités. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup tout le monde.